Madame la ministre, Madame la présidente de la Commission canadienne pour l'UNESCO, Mesdames et messieurs, chers collègues, chers amis. Je prends tout d'abord la parole au nom de la doyenne de la Faculté de droit de l'Université Laval, Madame Eugénie Brouillet, qui ne peut malheureusement pas être avec nous aujourd'hui, parce qu'au même moment se déroule un autre événement d'envergure internationale ici sur notre campus, dont elle est l'organisatrice principale. En son nom, je vous souhaite donc la bienvenue à ce colloque visant à souligner le 10e anniversaire de la Convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles. Je dois dire que l'implication de la Faculté de droit de l'Université Laval dans ce colloque n'est pas le simple fruit du hasard. Bien au contraire. D'une certaine manière, notre faculté est intimement associée à l'histoire de cette convention et c'est notamment à ce titre qu'elle s'est investie dans l'organisation de cet événement, conjointement avec la Coalition canadienne pour la diversité culturelle et l'Institut national de recherche scientifique. Oui, nous sommes l'une des rares, sinon la seule faculté de droit au Canada à offrir des cours de droit international de la culture, à avoir mis en place une clinique de droit de la culture à laquelle sont associés plusieurs partenaires, d'ailleurs, ici présents aujourd'hui. Des membres de cette faculté, j'en fais partie, ont aussi fondé le Réseau international des juristes pour la diversité des expressions culturelles, le RIJDE, dont les travaux et activités scientifiques ont pour but d'alimenter les partis, la société civile, les réflexions des partis de la société civile et du secrétariat de la Convention de 2005 dans leurs efforts de mise en œuvre de cet instrument. Mais si la faculté est si intimement associée à l'histoire de cette convention, c'est surtout parce qu'à l'origine de cette dernière se trouvent les réflexions, les travaux d'un Québécois, un collègue, un ami, et je dirais même un mentor pour plusieurs d'entre nous ici présents et pour plusieurs générations de chercheurs, le professeur émérite à la Faculté de droit de l'Université Laval, M. Yvan Bernier. Bien avant le lancement de la négociation de la Convention en 2003, le professeur Bernier écrivait sur le statut juridique des biens et des services culturels dans les accords de commerce, sur l'exemption culturelle canadienne dans l'accord de libre-échange Canada-États-Unis, puis le statut de cette exemption dans l'ALENA, l'accord de libre-échange nord-américain, sur la célèbre affaire des périodiques portés devant l'organe de règlement des différends de l'OMC et sur bien d'autres sujets liés à ces questions. Ces écrits ont progressivement mené à une réflexion juridique articulée autour de la notion de diversité culturelle, à la formulation d'un nouveau discours entourant l'importance de préserver cette diversité, à des prises de position politiques déterminantes dans certaines enceintes internationales, à l'adoption de la Déclaration universelle de l'UNESCO sur la diversité culturelle et enfin au lancement d'une négociation visant à doter l'ordre juridique mondial d'un instrument juridique contraignant sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles. Comme le rappelait d'ailleurs Madame la ministre, c'est d'ailleurs en raison de ses compétences mondialement reconnues sur toutes ces questions que le professeur Bernier fut invité à participer au groupe d'experts indépendants mis en place par l'ex-directeur général de l'UNESCO, M. Koichiro Matsura, afin de rédiger un avant-projet de convention. Il fut également consultant pour de nombreux autres organismes tels que l'Organisation internationale de la francophonie, le Réseau international sur la politique culturelle, le ministère de la Culture et des Communications, le ministère des Relations internationales du Québec, le ministère du Patrimoine canadien et bien d'autres. Pour l'ensemble de sa contribution à la réflexion sur ce thème et son implication particulière dans les travaux de rédaction de l'instrument juridique dont nous célébrons aujourd'hui le 10e anniversaire, le professeur Bernier est donc d'ailleurs considéré comme le père spirituel de la Convention sur la diversité des expressions culturelles. Je suis donc particulièrement honorée qu'il soit avec nous aujourd'hui pour marquer cet événement et je l'invite dès à présent à venir nous partager ses réflexions sur ces 10 premières années de mise en œuvre de la Convention. Monsieur Bernier, la parole est à vous.
Merci beaucoup. C'est beaucoup dire à propos de quelqu'un qui a seulement senti à un moment donné le besoin de faire quelque chose pour répondre à un problème et chercher à s'entourer d'autres personnes graduellement. Et je pourrais en nommer beaucoup de ces personnes aujourd'hui, mais il y en a qui sont ici, comme, en tout cas. Et graduellement, développer une réflexion qui nous a permis d'en arriver éventuellement à une convention. En tout cas, merci pour les mots très aimables. Permettez-moi d'abord de remercier les organisateurs de cette conférence qui, en m'invitant, me donnent la chance de vous entretenir d'un sujet qui me tient énormément à cœur, évidemment, et toujours, la Convention sur la diversité et la promotion de la diversité des expressions culturelles. 10 ans déjà. Le 20 octobre 2005, dans une salle pleine à craquer, le texte de la Convention était finalement adopté par 151 voix pour, 2 contre et 2 abstentions. Le Canada et le Québec se sont beaucoup impliqués dans la négociation et la mise en œuvre de cette Convention et ont, à juste titre, été perçus comme des artisans importants de son succès. Mais depuis quelques années, il en est moins question, comme si elle avait atteint la plupart de ses objectifs, ou encore, ce qui est plus inquiétant, comme si, à défaut de faire les manchettes, elle ne méritait plus qu'on s'en préoccupe. Pour que cette Convention conserve toute sa pertinence, il importe donc de clarifier ce qu'il est advenu de celle-ci. C'est ce que je tenterai de faire en mettant en évidence les grandes étapes de sa mise en œuvre, mais auparavant, permettez-moi de revenir brièvement sur la genèse de la Convention. D'entrée de jeu, il faut rappeler que la Convention est liée dans sa genèse à un débat politique sur l'interface entre culture et commerce qui a pris naissance dans les années 1920, quand plusieurs pays européens décidèrent d'imposer des contingents à l'écran afin de protéger leur industrie cinématographique contre un afflux de films américains considérés comme une menace pour leur culture. Le débat a refait surface après la Seconde Guerre mondiale lors des négociations du GATT, où la question fut jugée suffisamment importante pour justifier une exception reconnaissant la spécificité culturelle du cinéma. Puis il a pris de l'ampleur au fil des ans, nourri par un nombre croissant de différents commerciaux concernant les biens et les services culturels, et par de nombreux articles et conférences traitant de l'interface entre commerce et culture. En 1987, un premier accord commercial international comportant une clause d'exemption culturelle pour les industries culturelles, l'ALE, était conclu entre le Canada et les États-Unis, suivi en 1990 d'un autre conclu entre le Canada, les États-Unis et le Mexique, l'ALENA, qui incorporait une clause pratiquement identique. Cependant, à la fin des années 90, le débat prit une orientation radicalement différente. Jusqu'à la création de l'OMC en 1995, il portait essentiellement sur le traitement des produits culturels dans les accords commerciaux internationaux. Au cours des années suivantes, un changement de paradigme se produisit. Ce changement coïncidait avec un certain nombre d'événements, comme la décision rendue en 1997 par l'organe de règlement des différends dans la cause Canada, certaines mesures concernant les périodiques, qui a clairement fait comprendre que la diversité culturelle ne faisait pas partie des préoccupations de l'OMC, comme l'échec des négociations de l'OCDE pour un accord multilatéral sur les investissements en octobre 1998, lesquels, tels qu'engagés, excluaient pratiquement toute possibilité d'inscrire une clause exemptant la culture de l'application d'un tel accord. Et enfin, comme l'échec de la conférence ministérielle de l'OMC à Seattle en 1999, où l'on vit des considérations autres que commerciales faire dérailler les négociations entreprises. C'est dans ce contexte que l'idée de créer un nouvel instrument international sur la diversité culturelle a émergé, petit à petit, un instrument qui ne considérerait plus la protection et la promotion de la diversité culturelle comme un obstacle au commerce, à traiter du point de vue du droit commercial international, mais plutôt comme un problème culturel en soi, à traiter d'un point de vue culturel. Dans ce cheminement, le Québec a définitivement joué un rôle de premier plan. Dès la fin de l'année 1998, en effet, la création d'un groupe de travail franco-québécois sur la diversité culturelle avait permis à la partie québécoise de ce groupe de lancer un processus de consultation avec la société civile et les intellectuels québécois et français pour réfléchir à une nouvelle approche susceptible de répondre aux menaces que posaient alors les pressions commerciales sur le soutien public à la culture. Les travaux du groupe ont fait leur chemin.
dans ce forum, puis à l'Organisation internationale de la francophonie et au Réseau international sur la politique culturelle, créé par le Canada en 1999, et enfin à l'UNESCO qui, en 2001, avec l'adoption de sa Déclaration universelle sur la diversité culturelle, emboîtait le pas à la réflexion en cours. Tout au long de ce cheminement, un travail sur le terrain absolument remarquable a été réalisé par les coalitions canadiennes sur la diversité culturelle, avec à sa tête Robert Pilon, et les autres coalitions internationales, nationales, membres de la Fédération des coalitions sur la diversité culturelle. Une demande de négociation visant à l'élaboration d'un tel instrument fut officiellement soumise à l'UNESCO en février 2003 par 7 États membres du Réseau international des politiques culturelles et l'Allemagne. Et en octobre 2003, la Conférence générale de l'UNESCO décidait, après une journée entière de débats sur le sujet, d'aller de l'avant avec la négociation d'une convention portant sur la diversité des contenus culturels et des expressions artistiques, comme on l'on disait à ce moment-là. Finalement, en octobre 2005, après 3 réunions d'experts indépendants et 3 réunions intergouvernementales d'experts, la Conférence générale adoptait la Convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles. J'en arrive maintenant à la mise en œuvre de la Convention. La question peut être abordée de différents points de vue. Pour simplifier les choses, je traiterai uniquement de la mise en œuvre au niveau institutionnel, où les États agissent collectivement à travers les organes de la Convention, puis ensuite au niveau des États eux-mêmes agissant individuellement. La mise en œuvre au niveau institutionnel. Celle-ci a été entreprise dès l'entrée en vigueur de la Convention en 2007 par les organes décisionnels et exécutifs de cette dernière, soit la Conférence des parties, le Comité intergouvernemental et le secrétariat de l'UNESCO. La Conférence des parties, composée de l'ensemble des membres, s'est réunie à 4 reprises à ce jour. Une 5e séance se tiendra les 10-12 juin prochains. Et le comité intergouvernemental, composé de 24 membres, s'est réuni à 8 reprises en session ordinaire et à 2 reprises en session extraordinaire. Durant ces rencontres, les règles de procédure pour le bon fonctionnement de ces 2 institutions ont été adoptées. Des directives opérationnelles pour faciliter la mise en œuvre des dispositions de la Convention ont été élaborées. Et diverses questions particulières ont été abordées, comme par exemple la stratégie de ratification, l'examen des sources novatrices de levée de fonds pour le Fonds international pour la diversité culturelle, le traitement préférentiel pour les pays en développement, etc. Une attention particulière a été accordée dans la mise en œuvre de la Convention aux dispositions visant à soutenir le développement des politiques culturelles des pays du Sud. La mise en place du Fonds international pour la diversité culturelle, au cœur de la stratégie d'aide à ces derniers, est revenue à plusieurs reprises devant le comité intergouvernemental. Des directives opérationnelles concernant la procédure de sélection des demandes, les critères d'éligibilité, les dates limites et les formulaires à remplir ont été rédigés. Les États membres ont simultanément été invités à contribuer à celui-ci. Dès que des fonds suffisants ont été amassés, un premier appel à candidature pour bénéficier des ressources du fonds a été lancé au printemps 2010. Et un panel d'experts pour évaluer les candidatures a été constitué. Depuis, 5 autres appels à candidature ont été lancés, le dernier en date du 30 janvier 2015. Depuis 2010, le Fonds international pour la diversité culturelle a financé ou finance 78 projets couvrant un large éventail d'activités dans 48 pays en développement et pour un montant total de 5,3 millions de dollars US. Mais dans son rapport de 2014 sur la mise en œuvre du Fonds international pour la diversité culturelle, le secrétariat écrivait « Bien que le FIDC soit de plus en plus considéré par ses parties prenantes comme un outil performant de coopération internationale pour la promotion des secteurs culturels et créatifs dynamiques, attirant ainsi un nombre croissant de demandes de financement recevables chaque année et consolidant sa base de donateurs avec succès, il est confronté à certains défis qui pourraient compromettre son efficacité dans les cycles de financement à venir. Les principaux défis sont 1. L'absence de ressources humaines suffisantes pour gérer le fonds, contrôler et suivre les projets financés et mettre en œuvre sa stratégie de levée de fonds. 2. La stagnation des contributions au fonds. Et 3.
l'insuffisance de la visibilité et de la connaissance du fonds et des perspectives qu'il offre, en particulier parmi les bénéficiaires et donateurs potentiels en Asie et dans le Pacifique, ainsi que dans les États arabes. Je reviendrai plus loin sur ce problème du financement qui est le talon d'Achille du fonds. Mais le fonds n'est pas la seule façon de venir en aide aux pays en développement. Toujours au niveau institutionnel, des programmes importants ont également été mis en place ces dernières années pour leur venir en aide sur le plan technique. Un premier programme, intitulé « Programme d'assistance technique en gouvernance de la culture », a été créé à l'initiative de l'Union européenne, pour qui la culture est un facteur important de développement humain durable, notamment dans les pays en développement. Ce projet, doté dans sa phase initiale de 1 million d'euros, provenant de l'Union européenne et avec une contrepartie de 106 000 € provenant de l'UNESCO, était conçu pour répondre aux besoins et aux priorités spécifiques des pays en développement en ce qui concerne le renforcement de leur système de gouvernance de la culture au niveau national et local. Il permet aux autorités et institutions publiques d'avoir rapidement accès à un haut niveau d'expertise pour les aider dans la mise en œuvre du projet ou processus en cours concernant la gouvernance du secteur culturel. À ce jour, le projet a permis la création d'une banque d'expertise regroupant une variété d'expériences et d'expertises, de laquelle des experts ont été sélectionnés par les bénéficiaires pour entreprendre des missions d'assistance technique dans ces pays. Suite aux résultats prometteurs des missions d'assistance technique, le projet a été prolongé jusqu'au 30 juin 2015 avec un nouveau financement de plus d'1 500 000 €. À l'échéance de ce dernier, il est prévu d'organiser des activités afin de mettre en avant les impacts observés et les résultats atteints. Ce programme, qui prendra terme bientôt, a définitivement été quelque chose d'important. Un second programme, intitulé « Programme pilote de renforcement des capacités en Afrique », financé par le Fonds d'urgence de l'UNESCO, a été lancé en 2012. Ce programme fait partie d'un investissement stratégique à long terme destiné à fournir aux pays les outils, les capacités et les compétences dont ils ont besoin pour mettre en œuvre les conventions et élaborer des politiques efficaces dans les secteurs de la culture et de la création. Les partenariats, l'échange d'informations et la mise en place d'un réseau d'experts locaux de la Convention constituent les grandes priorités du programme pilote, compte tenu de l'importance des renforcements des capacités techniques et des institutionnelles nationales pour stimuler la production, la promotion et la distribution des expressions culturelles en Afrique. Un autre développement important dans la mise en œuvre de la Convention au niveau institutionnel a été l'adoption en 2011 d'une directive opérationnelle concernant les rapports périodiques que les parties doivent fournir. Au terme de ces derniers, les parties doivent rendre compte, entre autres, des politiques nationales et des mesures mises en œuvre pour soutenir la création, la production, la diffusion et la jouissance des biens et services culturels. Ils doivent rendre compte des mesures de coopération internationale pour soutenir la mobilité des artistes et fournir un plus grand accès au marché et renforcer les industries culturelles des pays en développement. Et enfin, il faut rendre compte des actions prises pour impliquer la société civile dans les processus d'élaboration et de mise en œuvre des politiques culturelles. L'objectif d'un tel exercice est de partager l'information et de travailler à la réalisation d'un aperçu du statut et des tendances dans la gouvernance de la culture au niveau national et international. On peut aussi voir dans celui-ci une forme de surveillance mutuelle, une façon de stimuler l'implication des États membres. Signe de l'importance accordée à cet exercice, le comité intergouvernemental adoptait à sa 8e session ordinaire tenue en décembre 2014 un projet révisé de directive opérationnelle relative à l'article 9 qui sera soumis pour approbation à la conférence des parties à sa 5e session en juin 2015. Dans sa décision, le comité, cherchant à répondre aux questions politiques actuelles et à faire face à l'évolution du contexte, recommande, entre autres, que l'impact du numérique sur la diversité des expressions culturelles soit inclus comme thème transversal du prochain cycle des rapports quotidiens à partir de 2016. Un dernier développement dans la mise en œuvre de la Convention est l'octroi par l'Agence suédoise de coopération internationale au développement en novembre 2014, donc tout récemment, d'un montant de 2,5 millions de dollars pour la promotion de la diversité des expressions culturelles. Le projet, intitulé « Renforcer les libertés fondamentales à travers la promotion de la diversité des expressions culturelles », vise à renforcer les capacités humaines et institutionnelles dans les pays en développement afin d'améliorer leur système de gouvernance pour la culture grâce à des formations sur le suivi des politiques et la collecte de données, ainsi que sur la publication biennale de rapports mondiaux de suivi
sur la mise en œuvre de la Convention. Déjà, l'UNESCO a signé un accord de partenariat avec la Hertie School of Governance de Berlin pour la publication d'un premier rapport, sur une base annuelle d'un premier rapport mondial du suivi de la Convention de 2005, rapport qui devrait être terminé pour la fin de l'année 2015 plutôt. Ceux-ci s'inspireront aussi bien, ces rapports s'inspireront aussi bien des rapports périodiques soumis par les parties à la Convention que d'autres sources indépendantes telles que les contributions d'origine académique ou en provenance de la société civile. Une première réunion du comité éditorial du rapport mondial qui s'est tenue à Berlin les 31 mars et 1er avril 2015 et il y aura donc l'édition d'un premier rapport pour décembre 2015. Ces remarques sommaires sur le développement qui m'apparaissent les plus significatives dans la mise en œuvre institutionnelle de la Convention ne rendent pas justice au travail remarquable du secrétariat de l'UNESCO et plus particulièrement de sa section de la diversité des expressions culturelles, dans le suivi au jour le jour de la mise en œuvre de la Convention. Pour se rendre compte de l'ampleur de ce travail, il suffit de consulter les documents d'une très grande qualité qui accompagnent les comptes rendus des réunions de la conférence des parties et du comité intergouvernemental, ainsi que les nombreuses publications et vidéos qui font état des réalisations concrètes dans le fonctionnement du Fonds et dans la mise en œuvre des programmes décrits précédemment. Au terme des 10 premières années, donc, on ne peut que se réjouir du dynamisme évident qui anime encore la mise en œuvre institutionnelle de la Convention à l'UNESCO. La mise en œuvre au niveau des États. Les États membres d'une convention internationale sont les premiers responsables du succès ou de l'échec de celle-ci. En la ratifiant, ils s'engagent formellement à la mettre en œuvre. C'est pourquoi il est important que le plus grand nombre possible d'États ratifient les conventions. Depuis son adoption en octobre 2005, 138 États ainsi et une organisation internationale ont ratifié les conventions. Ceci peut être considéré comme une réussite remarquable. Approximativement 75% de la population du monde est couverte par celle-ci. Mais 3 grands pays, toutefois, en sont absents. La Russie, le Japon et les États-Unis. Une région, celle de l'Asie-Pacifique, est nettement sous-représentée, avec 13 États sur 44. Bien que les pays les plus populeux de cette région soient membres de la Convention, des efforts continuent d'être faits pour inciter davantage d'États à la ratifier. Un second indicateur également révélateur de l'implication des États membres dans le bon fonctionnement de la Convention est leur niveau de participation au financement de celle-ci. Dans le cas de la Convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles, il a lieu de s'intéresser plus particulièrement à leur implication dans le financement du Fonds international pour la diversité culturelle. Depuis 2007, quelques 7 300 000 $ US ont été versés dans le fonds par 46 États et gouvernements, ainsi qu'une dizaine de donateurs privés. Ce montant en soi est loin d'être négligeable, mais malheureusement, c'est encore trop peu par rapport aux besoins. Pour que la Convention atteigne ses objectifs, davantage doit donc être fait. Or, il est préoccupant à cet égard de constater que seulement 46 États sur 138 qui sont membres de la Convention se sont impliqués dans le financement du Fonds jusqu'à maintenant. Seulement 14 pays développés ont contribué au Fonds, dont 2 pour plus d'1 million et 6 qui ont fourni entre 100 000 $ et 1 million de $. Le Canada et le Québec arrivent bon troisième, avec 694 400 000 $, ce qui est respectable, après la France et la Norvège, mais n'auront plus contribué depuis 2010 pour le Canada et 2011 pour le Québec. Ceci est quand même un peu regrettable, je dirais, parce que le fonds actuellement se trouve dans une situation où les rentrées descendent graduellement. Alors, le renouvellement des contributions ne se fait plus au rythme qui pourrait être souhaité. De toute évidence, donc, des efforts devront être faits afin d'inciter un plus grand nombre de pays développés à s'impliquer concrètement et de manière régulière dans le financement du fonds. Les autres pays donateurs, pays en développement et pays en transition, ont contribué pour environ un tiers du montant global, ce qui n'est pas négligeable, considérant qu'il se situe pour une bonne part parmi les pays susceptibles de bénéficier du fonds. Mais là encore, un plus grand effort devrait être fait. Des pays comme la Chine et l'Inde, avec des contributions respectives de 310 000 et 45 000 $,
pourrait certainement faire mieux. Constatant la relative stagnation des contributions au fonds, le comité lançait en 2013 une stratégie quinquennale de levée de fonds destinée à positionner les FIDC en tant que fonds reconnus et soutenus, capables de mettre en œuvre la Convention de 2005. L'objectif financier de cette stratégie est de tripler le revenu annuel du FIDC d'ici à 2018 et d'étendre progressivement son réseau de donateurs au secteur privé et aux particuliers à haut revenu. Mais beaucoup reste encore à faire avant d'arriver à un tel résultat. Un dernier indicateur de l'implication active des États dans la mise en œuvre de la Convention est le degré d'intégration des principes et des objectifs de celle-ci dans leurs programmes, lois, règlements et pratiques diplomatiques. Un nombre substantiel d'États, ainsi que l'Union européenne, à titre d'organisation d'intégration économique régionale, ont déjà fait explicitement référence à ce contexte à la Convention. Le Canada, par exemple, dans un protocole d'entente entre la République de l'Inde et sur la coopération avec la République de l'Inde sur la coopération culturelle en date de 2009, reconnaît l'engagement pris par les deux pays à mettre en valeur la promotion de la diversité culturelle dans leur pays, ainsi qu'à l'échelle internationale, conformément à la Convention sur la protection et la promotion de la diversité sexuelle. Donc, on renvoie à la Convention. L'Union européenne, dans son protocole de coopération culturelle annexé à l'accord de partenariat économique entre l'Union européenne et 15 États des Caraïbes, en date de décembre 2007, va encore plus loin en précisant que les définitions et les principes utilisés dans le présent protocole correspondent à ceux de la Convention de l'UNESCO sur la protection et la promotion de la diversité et des expressions culturelles. Il y a donc un emprunt direct au langage de la Convention. Les exemples de telles pratiques, tant au plan national qu'au plan international, sont trop nombreux maintenant pour qu'on puisse en donner ici une idée adéquate. Une étude du RIGDEC, récente, sur la prise en compte de la Convention dans les accords commerciaux bilatéraux et régionaux, entrée en vigueur depuis l'adoption de la Convention, fait état de références explicites à celle-ci, de clauses d'exemption culturelle ou encore de clauses permettant aux parties de ne pas prendre d'engagement en matière de services culturels. Mais une chose est certaine, de telles références, plus elles se multiplieront, plus il y aura de chances, avec de telles références, plus il y aura de chances que le discours de la Convention s'impose sur la scène internationale et nationale. Conclusion. Pas tout savoir. Si on prend un peu de recul maintenant pour porter un jugement d'ensemble sur la mise en œuvre de la Convention à ce jour, on constate que les développements les plus importants se retrouvent dans le champ général de la coopération en vue de renforcer les capacités culturelles des pays en développement. Cela peut surprendre, considérant que le mouvement qui a conduit à l'adoption de cette Convention a pris naissance dans un contexte qui impliquait essentiellement des pays développés, un contexte plus précisément où un pays développé, les États-Unis, était à ce point dominant qu'il était perçu comme menaçant l'expression culturelle d'autres pays développés. Dans ce débat sur l'interface commerce-culture, les pays en développement ont été initialement ignorés. Mais lorsqu'est venu le temps de lancer des négociations en vue d'en arriver à un accord sur la protection et la promotion des expressions culturelles, ils se sont ralliés massivement et ont permis une conclusion heureuse de ces négociations qui n'aurait pas été imaginable sans leur participation. Que la mise en œuvre de la Convention se soit préoccupée d'eux de façon plus visible à ce stade-ci n'a donc rien de véritablement surprenant, d'autant plus qu'ils sont les plus menacés dans les faits. Peu d'entre eux disposent encore à ce jour de politiques culturelles et de moyens financiers pour soutenir et développer leurs expressions culturelles. C'est pourquoi il faut continuer de soutenir l'action de la Convention dans le domaine de la coopération et assurer un financement adéquat au fonds. Mais les préoccupations concernant l'interface commerce-culture n'ont pas été ignorées pour autant. Le changement le plus important qui s'est produit dans ce domaine immédiatement avant et après la conclusion de la Convention a été le développement d'un nouveau discours sur la relation commerce-culture. Dorénavant, il sera difficile de débattre de cette relation en ignorant la nature spécifique des activités, biens et services culturels en tant que porteurs d'identité, de valeurs et de sens. Dorénavant, il sera plus difficile de questionner les interventions des États dans le domaine culturel sans tenir compte du droit souverain des États de conserver, d'adopter et de mettre en œuvre leurs politiques et mesures qu'ils jugent appropriées pour la protection de la diversité culturelle. Avant même que la Convention ne soit adoptée, ce nouveau discours avait déjà commencé à être utilisé par des pays impliqués dans les négociations de libre-échange avec les États-Unis afin d'obtenir des exceptions couvrant leurs interventions dans le domaine de l'audiovisuel. Depuis l'entrée en vigueur de la Convention, ce discours a pris de l'ampleur, s'est introduit graduellement dans les lois, règlements et pratiques diplomatiques des États membres, comme nous l'avons vu précédemment, et même dans la jurisprudence de l'Union européenne et de l'OMC. Il a été utilisé par le Canada pour exiger de ses partenaires, dans ses accords de libre-échange avec d'autres États, une exemption complète des industries culturelles de leur portée.
Ce discours a été repris dans les milieux académiques, a fait l'objet de publications dans les livres et les revues, a été décortiqué dans des mémoires de maîtrise et des thèses de doctorat et fait l'objet de cours dans les universités. La présente conférence elle-même peut être considérée, de ce point de vue, comme un exemple de l'impact de ce nouveau discours. Mais le discours est une chose, l'action en est une autre. Rien n'est totalement acquis en ce qui concerne la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles. Dans le cadre des négociations concernant l'accord de libre-échange entre le Canada et l'Union européenne, par exemple, la question du traitement accordé aux biens et services culturels a été abordée assez tôt par les parties. L'Union européenne voulait bien d'une exception couvrant le secteur audiovisuel, mais seulement le secteur audiovisuel. Cela laissait de côté un secteur culturel très important pour le Québec et le Canada, celui du livre et des périodiques. Malheureusement, le Canada est ressorti de cette négociation avec une protection moindre que celle qu'il avait dans ses accords antérieurs de libre-échange. Dans ces derniers, les industries culturelles, livres, périodiques, musique, cinéma, télévision, étaient exclues en totalité de la portée de ceux-ci. Dans l'accord signé entre le Canada et l'Union européenne, les exemptions culturelles portent sur des chapitres particuliers et non sur l'ensemble de l'accord. On les retrouve, par exemple, dans des chapitres comme celui sur les subventions, sur le service, sur l'investissement, sur la réglementation intérieure. Mais on n'en trouve pas dans le chapitre 3 sur le traitement national et l'accès au marché, ce qui laisse une loi comme la loi sur le livre du Québec sans protection, et ce qui permettrait encore d'attaquer avec succès, dans le cadre de cet accord, des dispositions comme celles qui étaient en cause dans l'affaire sur les périodiques. On peut s'inquiéter, par ailleurs, de l'inclusion d'un chapitre sur le commerce électronique, qui, bien que peu contraignant dans son contenu actuel, ouvre la porte à une éventuelle extension aux biens et services culturels qui sont presque tous susceptibles d'être échangés par voie électronique. Et cela alors même qu'on s'interroge dans le cadre de la Convention sur l'impact du numérique dans la mise en œuvre de celle-ci. Un tel aboutissement de la négociation Canada-Union européenne, lorsqu'on le met en relation avec l'énoncé suivant que l'on trouve dans le préambule même de l'accord, nous laisse quelque peu perplexes. L'énoncé est le suivant. Les parties affirmant les engagements qu'elles ont contractés en vertu de la Convention de l'UNESCO sur la protection et la promotion des diversités culturelles et reconnaissant que leurs États ont le droit de maintenir, d'établir et de mettre en œuvre leur propre politique culturelle et de soutenir leurs industries culturelles dans le but de renforcer la diversité des expressions culturelles et de préserver leur identité culturelle, y compris pour le recours à des mesures de réglementation et de soutien financier. C'est ce que on peut penser que c'était ce que voulait le Canada, mais ce n'est pas ce qu'il a obtenu. Ce qui m'inquiète le plus dans le traitement accordé à la culture dans l'accord de libre-échange entre le Canada et l'Union européenne, c'est qu'il crée une brèche dans l'interprétation et l'application d'un principe qui est au cœur même de la Convention. Si des membres aussi impliqués que dans la négociation de la Convention que le Canada et l'Union européenne ont pu en arriver à un tel résultat, on ne peut que s'inquiéter de ce qui arrivera dans des négociations sur le partenariat transpacifique ou dans d'autres négociations similaires. En terminant, je voudrais souligner un dernier rapport de la Convention, très important à mes yeux, mais dont on ne parle pratiquement jamais, qui est le rôle que celle-ci joue comme rempart contre les intolérances culturelles et religieuses que l'on observe de plus en plus souvent de nos jours, où les créateurs sont souvent muselés et leurs œuvres détruites. La Convention, sur ce point, est très claire. La diversité culturelle ne peut être protégée et promue que si les droits de l'homme et les libertés fondamentales telles que la liberté d'expression, d'information et de communication, ainsi que la possibilité pour les individus de choisir les expressions culturelles sont garanties. Contribuer de façon active donc à la mise en œuvre des principes et des objectifs de la Convention sur la diversité des expressions culturelles constitue un moyen utile de contribuer en même temps au maintien de la paix et de la sécurité au plan local, national et international. Merci.